Merci encore une fois de votre fidélité. Encore 20 minutes à passer au compte de cette émission. Il est 17h passé de 34 minutes. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. Tout à l'heure, on va recevoir notre invité qui est Abdoulaye Kourouma. Il est président du parti LRD. Bonsoir, monsieur Kourouma. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Carnot pour la première question. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. La Guinée est dans une transition depuis le 5 septembre dernier. Vous avez dû observer les choses telles qu'elles se passent jusqu'à maintenant. De façon globale, quelle appréciation faites-vous de la conduite du processus du retour à l'ordre constitutionnel? Parce qu'on vous a très peu entendu ces derniers temps. Oui, il y a toujours un moment pour parler, il y a toujours un moment pour faire des reculs, analyser la situation. Vous savez, gouverner, c'est prévenir, anticiper pour ne pas subir. J'ai été d'une transition en qualité de coordonnateur au niveau de la cellule d'action à la primature sous Jean-Marie Doré, avec pour président général Konaté. La transition ne peut se stabiliser que dans la communication, que dans le dialogue, que dans les pourparlers. La rentrée dans une transition, la porte est grandement ouverte, mais la sortie est très compliquée. Une transition, les gestionnaires ou des éléments qui gèrent une transition ont 2 ou 3 positions principales. Soit la transition est très bien gérée, ils sortent héros dans la gestion de la transition. Et si c'est mal géré, ils ont 2 positions. Soit ils se retrouvent en exil, soit ils se retrouvent en prison, comme le cas dans beaucoup d'autres pays. Et même, le même cas est arrivé en Guinée à un moment. Beaucoup de gens qui étaient impliqués dans la gestion de la transition en Guinée se sont retrouvés en exil. Alors, quelle sortie vous voyez pour ceux qui sont là en ce moment? Tout ce que nous souhaitons actuellement pour notre pays est que les gens essayent de voir la Guinée et que chacun se réclame en tant que Guinéen, qu'on laisse les politiques politiciennes, qu'on laisse les bras de fer, qu'on laisse l'ego et l'arrogance dans la gestion de l'État. Vous savez, personne n'a le titre foncier de la Guinée, comme le disent d'autres politiciens. Et chacun de nous ici, nos grands-papas, nos aïeux, ont contribué au développement de ce pays. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Nous, nos grands-pères ont fait les travaux forcés, tout ce que vous savez, chacun de nous. Chacun de nous a son histoire, ou son grand-père lui a rencontré un peu l'histoire du pays. Là où on est aujourd'hui, et les gouvernants et les gouvernés, personne n'a de l'intérêt que la Guinée soit déconnectée des institutions supranationales. Vous savez, les gens sont en train d'analyser que la Guinée a un port autonome, on a des ports. Je vais leur expliquer simplement comment ça se passe. Avec la géopolitique internationale, lorsqu'on dit qu'il y a sanctions contre la Guinée, les bateaux ne vont pas survoler l'espace aérien. Ils vont essayer d'utiliser, comme on appelle, les espaces maritimes, soit le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, ainsi de suite. Donc, on essaie de mettre en contribution ce pays-là. Maintenant, les bateaux en destination de la Guinée vont être empêchés de passer sur ces eaux-là. C'est comme ce qui est arrivé au Mali dans le cadre des vols. Tu pouvais être à Dakar tout près ou au Burkina, qui fait 45 minutes de vol entre Ouaga et Bamako, mais il fallait venir d'abord à Conakry parce que Conakry avait accordé l'espace aérien au Mali. Donc tout ça là va jouer sur la population. Et lorsque le peuple ne peut plus survenir à ses besoins, ils seront obligés de faire face à certaines choses. C'est ce qui est arrivé à Lansana Conté. Alors, maintenant on va parler de l'actualité. Vous avez certainement suivi les derniers développements de l'actualité guinéenne, notamment ces manifestations. Les premières manifestations, c'est après les arrestations de quelques leaders du FNDC. Ils ont été libérés un peu plus tard et on a vu la manifestation appelée le 28 juillet par le FNDC, les troubles qu'il y a eu et tout ce qui s'est passé autour. Comment vous voyez cela, les dégâts et justement la gestion de ces manifestations? Ce qui s'est passé, il n'y a pas de gagnant dedans. C'est la Guinée qui perd en un mot. En général, c'est la Guinée qui perd. Mais l'autorité doit savoir que lorsque ces atrocités-là sont en train d'être exercées dans le pays,
ça fait réfléchir le monde extérieur, ça accélère même des sanctions, ça empêche même quelques investisseurs qu'on peut avoir dans nos murs de venir s'investir. Parce qu'on s'attaque au bien des gens, tout le monde a peur, il faut rentrer. C'est comme si nous étions dans le couvre-feu. Si tu prends la rue de Prince, il y a très longtemps, il y a 1-2 semaines de cela, 17h trouve déjà que tout le monde est en train de se mobiliser pour rentrer à la maison. Chacun a peur de se faire agresser, soit par un bandit, par quelqu'un, je ne sais quoi. Donc, toutes ces atrocités ne favorisent pas un climat même d'investissement. Donc, et ça fait réfléchir les autres chefs de l'État, des institutions supranationales. Ils mesurent ici les dégâts. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais lui dire, ces grands pays, ils sont sur satellite. Ils n'ont pas besoin des images des réseaux sociaux. Ils ont des informations à temps réel. Donc, lorsque vous voulez faire des communications, et ça est entre vous et les diplomates, il faut être très diplomate. Mais je ne l'accuse pas, c'est un médecin qui a œuvré dans le cadre de mutilation génitale féminine. Il ne connaît pas l'administration diplomatique des Nations Unies. C'est pourquoi généralement il répond... Pour autant, c'est quelqu'un qui est connu à l'international, qui a fait beaucoup de choses. Dans quel cadre? Je dis que c'est un médecin, c'est un chirurgien. Oui, mais qui a multiplié des bourdes quand même. Quoi? Dans quel cadre? Vous savez, les Nations Unies, c'est par département si vous voulez. Il y a le secteur politique, il y a le secteur économique, il y a le secteur sanitaire et ainsi de suite. Donc, si tu n'as pas fréquenté ces royaumes diplomatiques, ça ne sert à rien un pays en transition tient des discours nationalistes avec l'intégration économique et politique actuelle du monde entier. Ça ne sert à rien. Moi, je voudrais quand même qu'on essaye de travailler sur la diplomatie, qu'on travaille pour qu'on évite ici les sanctions. Parce que le Guinéen, je vais vous dire quelque chose, vous pouvez vérifier à partir du studio ici, un Guinéen mange moins d'1 kilo de viande par an. Je vous dis, hein, l'exemple, allez-y chez vous, va à côté de toi. D'où vous tenez vos les données non, ça, ce sont les données des organisations. Qui viennent de vous? Tu n'as même pas besoin d'avoir des institutions de statistiques dans ta famille. Combien de fois vous achetez 1 kilo de viande? Vous êtes combien et chacun gagne combien de grammes par jour? La viande, tout le monde n'aime pas la viande. On n'est pas obligé ça peut être un bon argument, mais c'est pas très bon pour la santé. Moi, j'ai envie de savoir quand même. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'il y a des sanctions, les gens qui vivent du jour au jour, les Guinéens, vraiment, c'est le quotidien. On cherche le quotidien. On est d'accord. C'est-à-dire, c'est la population qui sera affectée. Je sais que ceux qui sont dans l'administration aujourd'hui, ils ont de quoi survivre. C'est-à-dire, ils sont payés à des millions de francs guinéens. Donc, vraiment, ils peuvent vraiment survenir. Les 99% de la population vont toujours subir des conséquences. Il a une question à vous poser. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'arrogance dans la gestion des affaires. Aujourd'hui, finalement, qui est responsable de tout ceci? Est-ce qu'on peut renvoyer tout le monde dos à dos? Ceux qui restreignent les libertés individuelles, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de la visibilité dans la gestion de la transition, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont finalement responsables de cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le blocage, si vous voulez, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Je veux parler du gouvernement et du CNRD. Vous savez, quand vous êtes en train de gérer un pays, ou quand vous êtes en train de gérer une administration, vous êtes confronté à deux sortes d'adversaires. Vous avez ce qu'on appelle l'adversaire interne, c'est un collaborateur à toi, c'est un homme que tu as confiance, mais il te donne des conseils qui te conduisent droit au mur. Vous avez en face de vous ce qu'on appelle... C'est qui cela? C'est la partie toxique du CNRD. Si vous voulez. J'en viens. Vous avez en face aussi... Il est précautionneux. Vous avez en face aussi des adversaires extérieurs, vous les connaissez. Aujourd'hui, ces deux adversaires ont eu tellement de poids. Ils ont fermé ici ce qui peut vraiment nous amener à des issues favorables et attenantes pour cette transition. Je vais vous donner des exemples. Il y a eu 2 temps de transition en 2010. En 2009. Il y a Dadis qui a commencé avec Komara. Au départ, la partie toxique ne voudrait pas voir la classe politique et la société civile.
Ils ont fermé la communication. Ce qui nous a conduit dans les événements de 28 septembre. Je ne sais pas, vous rappelez, on est rentré dans la deuxième phase où la classe politique, la société civile, il y a eu un deuxième gouvernement. Quand ça a reçu la balle. Il y a eu un deuxième gouvernement. Il y a eu un deuxième gouvernement composé des militaires, de la société civile, des partis politiques. Donc, lorsque la transition, il n'y a pas de communication entre l'équipe qui gère la transition et sa société civile et ses partis politiques crédibles, ça ferme, ça bloque. C'est qui ces partis politiques crédibles? Est-ce que le RRD Non, au fait, la participation dans le débat démocratique, c'est pas venir dans vos radios ici bavarder. Pour un parti politique. Non, je parle des politiques. Non, écoutez, c'est pas venir ici. Alors, c'est pas venir ici parler. Lorsque quelqu'un veut se réclamer leader politique ou parti politique, sa participation dans le débat démocratique, c'est aller aux élections. C'est aller aux élections. Mais on ne crée pas un parti politique pour attendre une transition. Vous comprenez? Lorsque vous mettez une centaine de partis politiques, soit disant que ce sont des partis politiques interlocuteurs, et leur poids réunis dans cette salle ne font pas 5% dehors de ceux qui n'ont pas tablé dans le débat, c'est que vous faites un peu de l'amalgame. C'est-à-dire, il faut donc, que... c'est ce que vous accusez la gente d'avoir fait, d'être en train de faire. Écoutez, de privilégier des particules au détriment des grands partis. On peut tout dire. Le RPG peut mobiliser au moins les 40-45% de la population électorale. L'FDD peut mobiliser les 40-30 et quelques % de la population. Et le RRD? Le RRD peut mobiliser les 1-2% de la population électorale, si vous voulez. C'est pour le même objectif. Vous voyez. Donc, si vous prenez des partis politiques qui ne participent pas à ces échanges avec l'autorité, ils ont beaucoup plus de poids que ceux qui sont en train aujourd'hui de dire qu'ils sont aussi des Guinéens. Même à la mosquée. Il est dit chez nous que même dans la mosquée, les imams n'ont pas les mêmes places. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en véritable cadre de dialogue? Ce qu'il faut faire. Certes, il y a des choses qui sont en train de faire du mal. Je suis le partisan de ceux qui veulent que les biens de l'État qui ont été pillés, qui ont été détournés, soient récupérés. À n'importe quel prix? Avec la bonne manière. Ne dis pas à n'importe quel prix, avec la bonne manière. Donc ça, aujourd'hui, ça fait tellement mal, qu'il faut essayer de travailler avec tact. Parce que les choses se sont mélangées à la fois. Et la récupération, si la manière n'est pas là, les gens vont considérer comme si on était dans le règlement des comptes. Dans le règlement des comptes. Si vous prenez les 5 piliers de CNRD, ils ont parlé de la refondation. Mais la refondation va avec la moralisation aussi de la gestion des choses publiques. Mais pour ça, il n'y a pas eu beaucoup d'analyse. Parce que, est-ce qu'il faut admettre certaines choses? C'est-à-dire, il faut tourner la page pour commencer sur une base. Est-ce qu'il fallait commencer depuis plus de 20 ans? Cette question, est-ce que ça a été analysé? Oui, s'il faut commencer depuis plus de 20 ans, quelle méthode, quelle manière il faut adopter? Est-ce que c'était la bonne méthode? Il y a cette question qu'il faut poser. Maintenant, avec la récupération des biens aujourd'hui, les gens vont parler de chasse aux sorcières, les gens vont parler de règlement des comptes. Les gens, on peut parler ici de l'unité nationale, de la réconciliation. De la réconciliation. Mais j'ai l'impression que l'ethnostratégie, s'identifier aujourd'hui à sa communauté, prend encore de l'ampleur. C'est-à-dire se victimiser aujourd'hui et devenir encore... Est-ce que ça, ce n'est pas l'œuvre des hommes politiques que vous êtes? Oui. Que ça soit l'œuvre des hommes politiques. Chacun, quand quelqu'un crée un parti politique, il fait d'abord appel à sa communauté. C'est toi qui parles comme ça. Moi, je pense que il n'y a pas une communauté ici, il n'y a pas une communauté ici en Guinée qui peut faire élire elle seule son leader. Je veux parler de la communauté. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'ici, il y a un parti politique ici qui est prêt à se faire élire seulement que par sa communauté. Ça veut dire que cette question de communauté n'existe pas dans l'esprit ou dans la tête ou dans les statuts et règlements intérieurs des partis politiques. Aucun parti politique ne peut faire la promotion de sa communauté. En une minute, comment vous percevez les actions de la CRIEF, notamment l'emprisonnement de Kassori et compagnie? Ben, ce qu'il faut déplorer dans ce qui est en train de se passer, c'est 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures. Moi, je suis d'accord, même si ça concerne mon père ou ma maman, qu'il a géré à un moment donné
les biens de l'État et qu'il est soupçonné d'avoir détourné, qu'il soit appelé pour se justifier. Il s'agit des biens qui appartiennent au peuple de Guinée, pas à une famille. Vous comprenez? Pas à une famille. Donc je préfère que les gens soient audités, que les gens soient interrogés, que les gens soient interpellés, mais dans les règles de l'art. Je voudrais que la justice soit vraiment la boussole comme ça a été indiqué. Voilà un peu ce que je peux demander. Mais nul n'est au-dessus de la loi, hein? Personne ne peut se dire que lui ne peut pas être interpellé pour justifier sa gestion. Non, dans un pays normal. Ce n'est pas possible. Et aucun républicain ne peut accepter que, ne peut refuser que les biens de l'État soient récupérés. Merci, non, aucun Guinéen. Merci à vous, monsieur Abdoulaye Kourouma. Je rappelle que vous êtes président du parti LRD et nous avons parlé de l'actualité politique. Merci à tous les deux talkers. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir avec Ibrahima Khalid Diallo. Merci à l'équipe technique du jour.